Alors Jean-Claude Noir, je le disais, ardent défenseur des arbres, vous allez partager avec nous votre regard militant de forestier, de peintre et d'auteur aussi, amoureux des arbres tout simplement. Comment et pourquoi est-ce que vous êtes tombé amoureux des arbres et des forêts? Je ne sais pas, c'est une grande question. Depuis tout petit, j'allais galoper dans les bois. Dans les bois du Périgord? Dans les bois du Périgord, puisque je suis du Nontronais, donc la partie nord du département de la Dordogne, contrefort du Limousin. J'accompagnais mon grand-père aux champignons et puis les choses sont venues comme ça. Depuis tout petit, j'ai toujours dit que je voulais travailler dans les bois. Et vous êtes devenu technicien forestier? Et je suis devenu technicien forestier. Alors là, vous êtes retraité depuis pas très longtemps, Non, toujours très actif, voilà, on va le voir. Déjà, je voudrais que vous nous donniez votre définition d'une forêt, d'une vraie forêt. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu galvaudé le terme de forêt. Une forêt, c'est un écosystème très particulier dans lequel on peut cumuler à la fois le monde végétal, le monde animal et le monde minéral. Donc c'est quelque chose de très très particulier, c'est ce qu'on appelle un écosystème. Et de cette espèce de mélange naît ce qu'est une forêt. Alors après, en fonction des sols, certains arbres poussent ou poussent pas, en fonction de l'ombre, de la lumière. Mais c'est complètement différent de ce que l'on peut voir aujourd'hui, qui sont en fait des monocultures résineuses ou autres, qui sont des peuplements et des plantations plutôt que des vraies forêts. Alors, les forêts, en fait, il y a cette notion de biodiversité qui est fondamentale. La forêt des Landes, par exemple, ce n'est pas une vraie forêt. On appelle ça une forêt, mais en fait, c'est un écosystème très particulier. Il suffit de faire une expérience tout à fait simple. Vous allez vous promener dans les Landes, vous prenez une pelle, vous prenez une pioche, vous creusez à 20, 30, 40 cm, vous avez un amalgame de feuilles de conifères, d'aiguilles, puis vous n'avez rien, vous n'avez pas de vie, il n'y a pas de vers de terre, il n'y a rien. Il n'y a pas d'humus forestier, il n'y a rien, donc on n'est pas dans une forêt. Alors on va reparler de toutes ces notions et de la malforestation aussi, qui est peut-être le cœur de votre message. Vous êtes, je le disais aussi, artiste depuis surtout que vous êtes retraité, vous écrivez, vous peignez aussi, vous êtes artiste plasticien. Voilà, alors là j'ai deux de vos œuvres avec moi, vous en avez sorti trois qui sont éditées chez La Métive, La Geste Édition. Là aussi on ressent tout votre amour des arbres dans ces œuvres. Il y a beaucoup de très belles photos d'arbres. Vous parlez aussi de votre expérience à vous. Il y a des photos de vos œuvres. Finalement, votre regard, il est multiple, j'ai envie de dire. J'ai commencé par la peinture et l'art plastique. Donc j'expose et je peins depuis une trentaine d'années, grosso modo. Et la partie auteur est arrivée beaucoup plus tard. C'est-à-dire que, comme beaucoup de gens, quand on arrive un petit peu à la fin de sa carrière, on se pose la question de savoir à quoi on a été utile. Et il se trouve que le constat n'était pas très glorieux, que je me suis dit, mais ce que je laisse aujourd'hui, c'est pire que je l'ai trouvé il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc j'ai voulu analyser un petit peu tout ça. Donc le premier livre qui est sorti en 2018, un an avant que je parte à la retraite, c'était un gros coup de gueule contre le système politico-administrato, etc., où j'ai expliqué un petit peu ce qu'on nous demandait de faire par rapport à la parole qui était soi-disant portée. Donc ça m'a valu... Quand vous étiez technicien forestier pour les eaux et forêts. Voilà, donc ça m'a valu une fin de carrière très compliquée, puisque j'étais encore dans l'administration. Et puis les deux livres dont vous avez parlé, les deux suivants, Le Petit Arbre... Ce que les arbres nous murmurent. C'est un petit vade-mecum du forestier qui explique un petit peu ce qu'est vraiment la forêt. Préface de Francis Allais, aussi un grand ardent défenseur, évidemment, des arbres. Et spécialiste des arbres au niveau européen, qui veut d'ailleurs créer une forêt primaire à l'échelon international. Donc c'est un petit vade-mecum qui explique un petit peu les tenants et les aboutissants de la forêt. Et le dernier, arbre vénérable de nos régions. Le dernier, ce sont mes coups de cœur d'arbres que j'ai rencontrés pendant ma carrière. Alors c'est quoi un arbre vénérable et un arbre remarquable? D'ailleurs, on parle souvent d'arbres remarquables. Tout le monde sait ce que c'est un arbre remarquable. C'est un arbre qui a des dimensionnements particuliers, qui a une stature particulière. Moi, j'ai voulu taper dans des arbres qui sont beaucoup plus intimistes, des arbres qu'on n'a pas l'habitude de voir là-dedans. Donc il y a des figuiers, il y a des genevriers cades. Ce pas des arbres qu'on voit communément dans ce genre de livre. Et pourquoi vénérables? Parce qu'ils ont tous une histoire à nous raconter. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là par hasard. Certains arbres poussent comme ça, à l'état isolé. Enfin, je veux dire, ils sont là parce qu'ils doivent être là. Là, il n'y a aucun fruit du hasard. Là. Ils ont été plantés par quelqu'un. Ils nous racontent une histoire. Alors, il y a votre travail d'auteur, d'artiste et votre travail militant. Tout ça se recroise dans vos livres. Vous dites, en gros, finalement, si on pouvait résumer, que la forêt ne va pas très bien en France, malgré peut-être le fait que la superficie de nos forêts françaises a doublé en près d'un siècle.
Si on prend le côté quantitatif, effectivement, elle évolue. Elle évolue pourquoi? À cause des prises agricoles, à cause des accrus forestiers qui regagnent un petit peu. Par contre, sur un plan qualitatif, elle va très mal. Vous parlez même de malforestation. C'est le terme qu'on emploie de plus en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la forêt, il y a de la déforestation. Enfin, en Dordogne, en Périgord en particulier, en France en général, il n'y a pas de déforestation. On n'est pas en Amazonie. Par contre, on est sur la malforestation. C'est-à-dire qu'on détruit des peuplements traditionnels, on détruit des peuplements qui aujourd'hui ont une signification en termes de paysage, de biodiversité, pour faire des plantations monoculturales, monospécifiques, dont le seul objet est de faire du bois, de faire, comme je dis souvent, on fait des planches habillées, quoi. Donc avec beaucoup de résineux. Beaucoup de résineux, ça pousse vite. Ouais. Et on perd donc de la biodiversité. Bien sûr, on perd de la biodiversité, on perd des essences qu'on avait encore il y a quelques années qui partent très très vite. On est sur des peuplements qui sont très mécanisés, donc tous les 25-30 ans, on fait des rotations nouvelles. Donc on n'est plus sur ce qu'on appelle de la forêt, comme on parlait tout à l'heure. Vous dites aussi, on perd peut-être l'intérêt général de vue sur le long terme. Et ça, peut-être depuis plus précisément 1999 et la grande tempête. Alors moi, j'ai été professionnel pendant très longtemps et moi je situe vraiment le tournant à la tempête de 99. Pourquoi? Parce que jusqu'à la tempête de 99, l'État aidait financièrement les reboisements. Nous, notre travail de forestier, c'était d'accompagner les propriétaires dans leur démarche, la recherche de refaire des plantations, les aider dans la démarche administrative, etc. En 99, tout s'est arrêté à cause de la tempête, les crédits ont été complètement abandonnés et tout est parti sur l'après-tempête. Il a fallu reconstituer les peuplements qui étaient par terre, il a fallu les sortir, il a fallu organiser le marché du bois, les transports, etc. Et tout ça a fait que cet argent qui allait aux propriétaires initialement, petit à petit, il a été mis au service des entreprises. Et on s'est rendu compte que des petites entreprises sont mises à grossir. Elles ont prospéré, elles n'ont même plus prospéré, elles sont devenues obèses là. Et maintenant, on se rend compte que ce sont elles qui détiennent la totalité du marché du bois. Et on est sur une espèce de spécificité particulière qui fait qu'il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Et donc, ces entreprises font très bien leur travail. Et l'État, effectivement, s'est désengagé. Et l'État s'est désengagé, dans beaucoup de domaines, mais surtout dans l'environnement. Alors, il y a un problème qu'on peut voir quand on se promène dans nos différents départements, même en Nouvelle-Aquitaine, ces fameuses coupes rases qui font quand même souvent polémique. Quelle autre solution serait envisageable au lieu de faire des coupes rases pour des peuplements arrivés à maturité? Alors déjà, si on peut revenir sur le thème de la coupe rase. Oui. Parce que c'est un mot qui est galvaudé aussi. C'est quoi une coupe rase alors? Alors la coupe rase, initialement, c'est quelque chose qui est ancestral. Le taillis de châtaignier, par exemple, on le coupe régulièrement. C'est une coupe rase. Mais la coupe rase, elle a pour objet de faire des coupes tous les 25, 30 ans, etc., en fonction des peuplements, mais l'objet aussi de pérenniser les peuplements et faire en sorte que le bois repousse. Aujourd'hui, on appelle une coupe rase le fait d'éradiquer un peuplement, comme du châtaignier, du chêne ou autre chose, pour y mettre un terme, pour ensuite le reboiser et l'enrésiner. Donc on a complètement galvaudé le... L'enrésiner, donc mettre des résineux mettre à la des place. résineux. Alors c'est des plantations en ligne, 1000-1200 plants hectares, on laisse le passage pour des mécanisations ultérieures, etc. Donc le terme de coupe rase, il est complètement galvaudé, il est plus dans sa légitimité. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Faire ce qu'on faisait autrefois et qui coûte beaucoup moins cher. Parce qu'imaginez que vous coupez un peuplement de châtaigniers, vous récoltez très peu d'argent, puisqu'aujourd'hui tout part dans le bois énergie et c'est très mal payé, très peu payé aux propriétaires. Et après on fait passer les engins, etc., les bulles, les pelles mécaniques, on laboure, on amende les terrains, parce que comme on a qu'à déstructurer les terrains, il faut apporter à manger à ces nouveaux plants qu'on met. Et tout ça, ça coûte cher. C'est-à-dire que ça coûte en général plus cher que ce que le propriétaire a récolté comme argent. Mais il y a quelque chose de très simple à faire, c'est qu'il faut garder des semenciers. C'est-à-dire il faut garder des chênes à l'hectare, 80, 50 chênes à l'hectare, attendre qu'il y ait des glandés qui se fassent, et on travaille sur un peuplement qui est acquis. Et après, on refait du travail manuel et on refait ce que faisaient nos anciens. Sauf que sur un plan économique, ça ne rapporte pas d'argent. Oui, et que effectivement les grosses entreprises privées qui se sont développées ne s'y retrouvent pas. Exactement. Alors ce qui est intéressant aussi, Jean-Claude, c'est que vous avez créé une association qui s'appelle SOS Forêt Dordogne. Vous pouvez accompagner, aider, conseiller des propriétaires peut-être qui pourraient se tourner vers vous. Alors, SOS Forêt Dordogne s'est créé à la sortie de mon deuxième petit bouquin. Le fameux Le coup de gueule, ce que les arbres nous murmurent. Voilà, c'est ça, ce que les arbres nous murmurent. Donc on a bien écouté ce qu'ils nous ont dit. Oui. Et on s'est fédéré, on est quand même quasiment 200 adhérents au bout de 7-8 mois de vie, ce qui est quand même qui évolue quand même assez rapidement.
Et on s'est fixé plusieurs objectifs, c'est-à-dire de recenser, parce qu'on nous dit toujours au niveau administratif ou autre, oui, mais c'est une vue de l'esprit, parce que les coupes rases, c'est quelque chose qui se voit, donc ça interpelle, mais en fait, il n'y en a pas beaucoup. Donc on est en train de créer un logiciel pour vraiment cartographier tout ça, et on se rend compte que c'est pas si anecdotique qu'on voudrait bien nous laisser penser. On essaie de faire des réunions publiques pour informer. On ne veut pas forcément imposer notre point de vue. On n'est pas là pour... moi, je ne détiens pas la vérité plus que quiconque. Mais par contre, qu'il y ait un avis pluriel. C'est-à-dire que les gens sachent exactement les tenants et les aboutissants. Après, qu'ils fassent leur choix, mais pas avec une parole unique comme ils l'ont aujourd'hui. Donc on a 4 ou 5 groupes de travail qui évoluent et qui, effectivement... vont dans ce sens d'aider les propriétaires et d'accompagner. Alors je vous engage, si ça vous intéresse, à aller suivre tout ce que vous faites, ce que vous dites sur votre page Facebook, notamment Le Forestier Résistant. Voilà, n'hésitez surtout pas. Et puis vous pouvez vraiment vous procurer ces beaux livres, beaux et intéressants livres dans toutes les bonnes librairies.